Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Sébastien Chenu. Bonjour à vous. Bonjour madame. Vice-président du Rassemblement national, député du Nord. 12 jours après la mort de Quentin Derencle, l'émotion est toujours vive. Une enquête a été ouverte, monsieur Chenu, à Paris sur des soupçons de reconstitution de la jeune garde. Il était temps pour vous. Et est-ce qu'il faut établir des responsabilités dans ce drame, y compris politique, jusqu'au plus haut niveau? Oui, bien sûr. La jeune garde, c'est la milice de la France insoumise. C'est presque comme ça d'ailleurs qu'ils se définissent, puisqu'ils revendiquent leurs actions et leurs pratiques violentes. Et le chef de la milice, c'est Raphaël Arnaud, élu de la France insoumise, soutenu par Jean-Luc Mélenchon encore ces dernières heures, et par l'ensemble des membres de la France insoumise. Et donc la France insoumise ayant fait élire son chef de milice député, lorsqu'il y a effectivement ce type de scandale démocratique, l'utilisation de la violence portée si loin au point qu'elle en vient à tuer un jeune homme, eh bien des conséquences doivent être Donc, tirées. démission de Raphaël Arnaud? Je pense que comme la majorité des Français d'ailleurs, dans un sondage qui sort je crois aujourd'hui, 81% des Raphaël Français Arnaud, le qui souhaitent. était déjà fiché S pour violence, était déjà un délinquant, un voyou. Eh bien aujourd'hui, ce chef de milice, effectivement, ne peut pas représenter le peuple français à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il avait un peu... Et on l'entend pas, ça aussi c'est une certaine forme de lâcheté. Il se planque, il n'est pas revenu à l'Assemblée nationale. Vous me direz, il n'y venait pas beaucoup déjà de toute façon. Mais... au-delà de ça, cette lâcheté dit tout, dit que finalement, qui se sent gêné se cache, et Raphaël Arnaud se cache parce qu'il est plus que gêné par ce qui s'est passé. Au-delà de Raphaël Arnaud, il y a le cas de la France insoumise. Christian Estrosi demande que l'on prive de financement public la France insoumise, quitte à la dissoudre. C'est possible de dissoudre un parti politique, Sébastien Chenu? Vous Mais êtes favorable ou pas? Alors, un parti politique peut être dissous comme une organisation s'il ne respecte pas le cadre démocratique dans lequel, effectivement, le combat politique se joue. C'est-à-dire lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a un certain nombre d'actions qui sont soulignées. Je ne dis pas que la France insoumise aujourd'hui est un parti politique violent. Je dis qu'ils encouragent des pratiques violentes, qu'ils appellent à la violence, qu'ils appellent à éteindre la démocratie. En réalité, la France insoumise ne souhaite pas gagner par les élections. Ils souhaitent gagner par la rue, ils souhaitent gagner par la déstabilisation. Et ils souhaitent entraver la démocratie aujourd'hui. Donc la question est sur la table et la France insoumise va devoir apporter quand même des réponses. Ils ne peuvent pas passer entre les mailles du filet comme si ce chef de bande, ce voyou, n'était pas des leurs. D'ailleurs, il revendique qu'il soit des leurs. Alors s'il revendique qu'il soit des leurs, il faut aussi rendre des comptes et expliquer aux Français quelles sont leurs méthodes. Sébastien Lecornu, hier, a demandé à la France insoumise de faire le ménage dans ses rangs et dans ses idées. Il dénonce le fait que Raphaël Arnaud soit toujours membre du parti. Il renvoie dos à dos et le Rassemblement national et la France insoumise. Il redoute que tout soit fait pour une confrontation entre les deux extrêmes en 2027. Il a raison? Non, il a tort d'abord parce que nous ne sommes pas le miroir de la France insoumise. La France insoumise, c'est un mouvement qui veut, que je le disais, entraver la démocratie, qui conteste d'ailleurs, Mathilde Panot s'exprimait dernièrement, qui est prêt à contester le résultat des élections. Nous, évidemment, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Et nous sommes exactement à front renversé, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous avons toujours, et en particulier depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de notre mouvement, chassé, mis très loin, le plus loin possible Vous avez fait de le nous, ménage. effectivement, des gens qui ne partagent pas nos options politiques. Marine Le Pen, la première chose qu'elle fait, lorsqu'elle prend les rênes à l'époque du Front National, c'est exclure ces gens de l'extrême droite qui, d'ailleurs, nous livrent une guerre, ne nous épargnent pas sur les réseaux sociaux. L'extrême droite française, aujourd'hui, mène la guerre à Marine Le Pen. À la France insoumise, c'est l'inverse. Eux, ils les promeuvent. Eux, ils en font des députés de ces extrémistes. Donc, on est exactement à l'opposé. Et il ne faudrait pas établir ce genre de parallèle qui a comme d'ailleurs manipulation sourde, ou en tous les cas comme sous-entendu, de dire puisque finalement le Rassemblement national pourrait être aussi lié, alors que nous avons demandé que les groupes extrémistes soient évidemment sanctionnés, qu'ils soient de droite ou de gauche, eh bien, ça permettrait à quelqu'un d'autre de venir régler les comptes, c'est-à-dire au bloc central, de dire regardez, nous sommes bien sages. Non, en réalité, Monsieur Lecornu se trompe, mais il le fait à dessein, par calcul électoral. Il achète du temps, comme d'habitude. Yael Braun-Pivet vous accuse d'avoir des liens directs avec des groupuscules violents. Qu'est-ce que vous lui répondez? Manon Aubry aussi nous parlait cette semaine d'un contrat avec la Good Connection. Est-ce que vous avez vraiment coupé tous les ponts avec ces extrémistes de l'ultra-droite?
Non, mais ils sont en plein fantasme, mais ce sont des fantasmes pour allumer des contre-feux. La réalité, c'est Éric que... Dupond-Moretti parlait ce matin encore de Frédéric Chatillon, un Non, mais ancien il, de il Lud. nous, il nous cite toujours les mêmes noms de gens que... Est-ce qu'il est encore dans l'orbite du J'ai RN ou rejoint pas? Marine Le Pen il y a presque 15 ans. Je n'ai jamais vu Frédéric Chatillon dans l'organigramme, dans les relations du Rassemblement national depuis toutes ces années. La réalité, c'est qu'ils nous sortent toujours de 3-4 noms, le GUD, l'OAS. Mme Rousseau parlait de l'OAS qui a été dissous en 63. Enfin, je veux dire, à un moment, ces gens ne sont pas sérieux, mais ils cherchent à masquer leur propre responsabilité. Nous, je vous le redis, nous mettons, et nous avons mis depuis très longtemps, ces groupuscules très très loin de nous parce qu'ils ne partagent pas nos combats et parce que nous ne voulons pas avoir de lien avec l'inverse de la France insoumise. Donc nous, on est clair là-dessus et quand quelqu'un pose problème... Si un candidat ou un assistant parlementaire, ça a été le cas pour la députée RN Lisette Paulet, quand il y a des propos qui sont borderline, c'est dehors. C'est-à-dire que non seulement RN. c'est dehors, mais surtout, si une personne le fait sous pseudonyme, nous cache ses intentions, c'est vrai que c'est plus difficile de la démasquer. Mais lorsque cette personne est démasquée, et si elle cache ses intentions, c'est que ses intentions sont mauvaises, alors elle n'a pas sa place parmi nous. Nous, vous savez, on est un parti totalement républicain, on n'empêche personne de s'exprimer, on n'utilise pas la violence, on fait des propositions politiques, on peut nous combattre sur le terrain idéologique, politique, etc. Aucun problème. Mais nous, on ne met pas le feu à des cars, comme moi j'ai vu des cars de militants attaqués lors des meetings du Rassemblement national par l'extrême gauche, de nos militants. On n'empêche pas les autres de s'exprimer, on ne frappe pas des jeunes gens dans la rue, on ne promeut pas des chefs de milice en faisant des députés. Nous sommes respectueux de nos adversaires et j'aimerais qu'ils le soient tout autant de nous d'ailleurs. Parce que derrière, c'est des millions d'électeurs qui nous font confiance. Sébastien Chenu, on est sur CNews et Europe 1, c'est la grande interview. Votre chef de parti, Jordan Bardella, appelle à un cordon sanitaire contre les faits au municipal. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous allez retirer des candidats au second tour? Parce que c'est ça le cordon sanitaire en réalité. On va regarder. Ça ne va pas être le cas. D'ailleurs, on va regarder au cas par cas. Les villes, là où nous avons des candidats et où la LFI peut éventuellement gagner des mairies. Et nous ferons tout, nous tendrons probablement la main aux autres pour les empêcher de gagner. Mais ça retirez ou pas vos candidats. Mais les municipales, Marine Le Pen l'a exclu. Voilà, mais Marine Le Pen a raison parce qu'au municipal, c'est pas comme les législatives. Quand vous vous maintenez, il faut faire 10% pour se maintenir. Quand vous faites 10% et que vous vous maintenez, vous avez des élus. Donc, conseillers. Nous, on veut savoir des élus partout. Évidemment, ce sera aux autres aussi de se poser la question. Enfin, j'ai le cas d'une ville dans le Nord, à Roubaix. Ce sera le cas de la majorité actuelle droito-macroniste de savoir ce qu'elle veut faire. Nous, on aura des élus, ils se maintiendront, ils porteront nos espoirs. Parce que vous savez, on ne va pas se retirer pour des gens qui ensuite nous crachent au visage à toutes les élections et les font élire. Parce que les mêmes, comme Mme Berger, qui disent il faudrait que le RN se retire, ils ont fait élire. M. Attal, Édouard Philippe, ils les ont tous fait élire. Donc aujourd'hui, c'est bien gentil d'appeler au secours le Rassemblement national, c'est toujours pareil. Quand ça ne va pas, on appelle le Rassemblement national au secours. Quand une ville est pourrie, qu'elle est tombée, qu'elle est déficitaire, qu'elle est exsangue, qu'elle est au bout du rouleau, on appelle le Rassemblement national pour redresser cette ville. Là, c'est pareil, quand il y a des villes qui peuvent basculer à la France insoumise, on dit au Rassemblement national, finalement, venez donner le coup de main. Donc nous, on sera au service des Français, uniquement des Français et pas des bidouillages. Rachida Dati a annoncé hier son départ du gouvernement pour pouvoir faire campagne. C'est une bonne chose, il fallait clarifier la situation? Oui, mais enfin, il faudrait que Mme Dati clarifie sa situation vis-à-vis, pour ses électeurs parisiens, par rapport à sa position avec Emmanuel Macron. Je veux dire, Mme Dati, c'est la candidate d'Emmanuel Macron à Paris. Ça, c'est pas très clair, justement. Et je pense que si on se dit qu'on veut que la gauche soit sortie de Paris, c'est pas en votant pour Mme Dati, parce que finalement, elle ramènera une certaine forme de politique qui est liée aux pratiques qu'on connaît. Donc, nous, on a un candidat à Paris, c'est Thierry Mariani. Je pense que c'est l'incarnation de ce que peut être une politique différente à Paris. Mais si Mme Dati sort du gouvernement parce qu'elle est candidate, il faut que les autres qui sont candidats sortent aussi. M. Darmanin, il est candidat aussi au municipal. Qu'est-ce qu'il fait au ministère de la Justice à un moment où il y a une règle, où il n'y en a pas? Moi, je n'édicte pas de règles. Ils font ce qu'ils veulent, mais il faudrait que ce soit la même pour tout le monde. Marine Le Pen a annoncé hier qu'elle ne ferait pas campagne. Sébastien Chenu, si la justice, le 7 juillet prochain, l'obligeait à porter un bracelet électronique. On ne parle même plus de l'inéligibilité, là. On parle du bracelet électronique. Est-ce que cette décision de Marine Le Pen, qui a été annoncée hier, va tout changer dans la façon dont vous allez aborder la séquence présidentielle qui va démarrer donc forcément après le 7 juillet Et est-ce que c'est une éventualité à laquelle vous vous étiez pas préparé?
Oui, mais Marine Le Pen, vous savez, a une haute idée du combat politique. Elle ne combat pas pour elle-même, elle ne combat pas pour un confort personnel, pour une place. Toute sa vie le démontre. Et l'idée même de porter nos idées, nos espoirs, les espoirs de millions de Français avec un bracelet électronique n'est pas compatible, évidemment. Et en tous les cas, pas avec l'idée qu'elle se fait du combat politique. Donc Marine Le Pen l'a dit, si la justice l'empêche, si la justice décide de la priver de cette élection présidentielle, alors eh bien, elle passera le relais à Jordan Bardella. Mais nous, on est clair. Je ne crois pas qu'il y ait un autre parti dans lequel les choses soient aussi claires. Nous, Marine Le Pen est prête pour l'élection présidentielle. Si elle est empêchée par une décision de justice, Jordan prendra le relais. Il est prêt pour vous? Il est prêt, évidemment. Et chaque jour davantage, j'allais dire. Donc voilà, les choses sont très claires vis-à-vis des Français. Nous, ce qu'on propose aux Français, c'est très clair. Qui peut en dire autant? Qui est clair sur le programme et sur le candidat, à part le Rassemblement national? On est clair sur notre programme. Je crois que les Français savent très bien vers là où on veut les emmener. Et on est clair sur nos candidats possibles. Marine Le Pen est notre candidate aujourd'hui. Moi, j'ai bon espoir tout de même que tout ça se termine bien, parce que Marine Le Pen relax. Oui, parce que je pense qu'elle a apporté les preuves de la volonté qu'elle n'avait pas voulu commettre de délit. Elle a entendu ce qu'on lui reprochait, elle a expliqué, elle a argumenté qu'elle n'avait pas voulu commettre de délit. Et je pense que la sanction qui serait de la priver de l'élection présidentielle ou la placer sous un bracelet électronique l'empêchant est au-delà Mais elle a encore envie d'y aller, parce qu'on a l'impression que dire même avec un bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne. Est-ce que c'est vrai? On peut faire campagne. Mais Marine Le Pen a envie de se battre. Marine Le Pen, enfin, on peut faire campagne. Quand on doit être chez soi à 19h, c'est difficile de faire des meetings, à part en visio. Marine Le Pen veut se battre, mais elle veut se battre pour les Français. Pas pour elle. Et c'est vrai que, vu l'état du pays, l'alternance que nous appelons de nos voeux, que nous préparons, chaque jour on se prépare à l'Assemblée nationale avec nos députés, au Sénat, au Parlement européen, on prépare l'alternance qu'attendent les Français. Eh bien, ça ne se fera pas n'importe comment. Ce sera une campagne extrêmement violente. Monsieur Mélenchon sera prêt à tout, sera prêt même à contester les résultats. Avec des scènes de guerre civile que vous anticipez? Je ne sais pas, enfin j'espère pas, mais c'est vrai que l'extrême gauche nous sous-entend qu'ils contesteront possiblement les résultats. Donc nous, on est des candidats qui cherchons à unir les Français. On dit d'ailleurs aux Français, vous êtes tous les bienvenus dans l'aventure que nous vous proposons. On vous embarque tous avec nous. Nous, notre message, il s'adresse à tous les Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur âge. On vous emmène, on vous entraîne dans ce projet de redressement. Ils veulent pas une aventure, les Français. Ils Exactement, veulent un gouvernement c'est pas une aventure d'ailleurs. Efficace et qui leur apporte des solutions concrètes à leurs problèmes quotidiens. Mais exactement. Sécurité, pouvoir d'achat. Et on va s'attaquer enfin à tous ces problèmes qui ne sont pas traités depuis des années. La France croule sous quoi? Sous la dette et sous l'immigration. En réalité, on s'écroule sous ces deux fardeaux. Eh bien, nous avons un certain nombre de propositions, et les Français les connaissent. Ça passe d'ailleurs par un référendum sur l'immigration pour redresser notre pays. C'est pas une aventure, c'est un projet de redressement du pays, c'est un projet d'alternance, puis c'est un projet de courage aussi. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron procède à de nombreuses nominations après la Cour des comptes avec Amélie de Montchalin, sans doute la Banque de France. Il s'agit pour vous de verrouiller les institutions clés de notre pays et d'éviter l'alternance si elle devait advenir en 2027 ? C'est totalement un verrouillage inadmissible et une pratique illibérale d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a ces tentations quand même de verrouillage, de flicage permanent. Vous savez, moi je regarde chaque jour les nominations des anciens députés macronistes. Enfin, c'est ahurissant. Si les Français voyaient ça, tous les anciens ministres nommés dans des plans, qu'on découvre d'ailleurs, l'ancien ministre du Logement, des Transports, M. Vergrit, maire de Dunkerque, nommé à la tête de l'ANRU, Mme Vargon à la tête de la Commission de régulation de l'énergie. Ils sont maintenant aussi ambassadeurs sur des thématiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ambassadeurs dans des pays. Il y a des ambassadeurs au numérique, des ambassadeurs aux violences en Outre-mer. Enfin, ça a toujours existé, non, Chenu. Non, on est passé non seulement nous sommes passés dans une pratique industrielle du recasage, une pratique industrielle et inadmissible du verrouillage, mais surtout, tous ces gens qui nous avaient dit « nous sommes le nouveau monde, nous serons tellement différents », ils sont les pires qui soient dans la pratique démocratique. Et ce verrouillage, il n'a qu'une ambition,
c'est empêcher l'alternance. Ils ne peuvent pas l'empêcher par les urnes. La France insoumise, elle, veut l'empêcher par la rue. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, veut empêcher l'alternance par le contrôle des institutions. Donc, ça sera quoi la solution? Les référendums, surtout, tout le temps? Alors, pourquoi surtout tout le temps? Pas surtout tout le temps. Il y a une certaine forme de courage politique, de réforme. Nous, on n'est pas là et on ne sera pas là pour regarder passer les trains et pour réformer le pays à périmètre constant. On veut faire changer, on veut faire bouger les lignes. Quand on dit qu'on veut privatiser l'audiovisuel public, on va faire bouger le périmètre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est notre boulot, c'est d'avoir du courage pour tous ceux qui n'en ont pas eu durant toutes ces années. Sébastien Chenu, hier, l'Assemblée nationale a rejeté des motions de censure, la vôtre, celle de LFI. Pourquoi ne pas avoir voté celle de LFI? C'est la première fois, d'habitude, le RN vote en même temps que LFI sur cette motion de censure. C'est pas qu'on vote des motions de censure de LFI. Quand on vote une motion de censure, c'est pour censurer le gouvernement. Oui. On se dit, on utilise en fait un instrument qui est la motion de censure, la nôtre ou celle des autres, pour percuter le gouvernement. Là, sincèrement, vu les motions, les propos de LFI, ce qu'on découvre de LFI et la façon dont les leaders de LFI insultent finalement la démocratie, même s'ils restent liés, en réalité, il y a 60 villes où ils sont alliés au Parti socialiste. Il faudra aussi que les socialistes nous disent, eux, ce qu'ils comptent faire. Ils ne sont pas clairs là-dessus. À votre avis? Les socialistes, c'est des éternels faux culs. Un coup, ça collabore avec Macron, un coup, ça collabore avec la France insoumise. Tant qu'il y a la gamelle, les socialistes sont prêts à tous les grands écarts. Mais nous avons dit qu'hier, il était sincèrement, symboliquement impossible. Il n'y avait pas de chance qu'elle passe, cette motion de censure, puisque les socialistes n'y allaient pas cette fois-ci. Donc, nous ne l'avons pas votée. Nous avons voté notre motion de censure avec nos amis d'Éric Ciotti. Personne n'a voté la motion de censure du Rassemblement national. Donc, le gouvernement est encore en place. Mais je le redis, effectivement, les socialistes, il va falloir quand même qu'ils nous disent ce qu'ils comptent faire. Si à Marseille, ils comptent s'appuyer sur M. Delogu pour garder Marseille, à Paris, sur Mme Chikirou pour garder Paris, et si leur posture ne sont que de l'hypocrisie auquel on est assez habitué pour des places, ce qui ne nous étonnerait pas beaucoup. Sébastien Chenu, hier à l'Assemblée nationale, la loi sur l'aide à mourir a été adoptée. Comme votre collègue Jean-Philippe Tanguy, vous faites partie de la minorité du Rassemblement national qui était favorable à ce texte. Est-ce que vous n'avez pas jugé, au regard des derniers amendements qui ont été rejetés par les députés, qu'il y avait un vrai risque pour notre société, une rupture anthropologique et une possible atteinte aux plus vulnérables qui n'auront peut-être pas toutes les facultés, le discernement pour prendre une telle décision? Bon, d'abord, on a voté une loi sur les soins palliatifs. Bien entendu, à l'unanimité. Voilà, une égalité d'accès dans tous les territoires, dans tous les départements aux soins palliatifs. S'il n'y avait pas eu cette loi sur les soins palliatifs, inutile de vous dire que moi, je n'aurais pas voté effectivement cette loi sur l'aide à mourir. Moi, j'ai considéré que les critères qui sont cumulatifs, c'est-à-dire on ne sait pas avoir des souffrances ou en l'exprimer de façon consciente, etc. Les critères doivent être cumulatifs, c'est-à-dire qu'il faut être conscient, mais le champ des possibles est ouvert à l'infini quasiment? Non, parce que les critères, justement, sont très précis, et ils sont cumulatifs, il faut remplir tous les critères. Puis il y avait quelque chose qui me choquait beaucoup, c'était que des gens aient recours à l'exil en plus de leur douleur, que des gens aillent dans des pays étrangers pour essayer de mettre fin à leur jour. Et ça, je trouve que, si vous voulez, c'est ajouter à la douleur d'une fin de vie difficile l'exil, me semblait évidemment inadmissible. C'est vraiment une question compliqué. Moi, je n'ai pas de vérité absolue. J'ai considéré que ce droit, il est amendable, il doit pouvoir évoluer encore. Ça part au Sénat. Moi, je serais très attentif à la façon dont tout ça. Oui, c'est pas une version radicale. Ça ouvre une aide à mourir à laquelle moi je suis attaché comme une majorité de Français. Mais je crois que la réalité, c'est qu'on aurait dû demander aux Français leur avis à travers un référendum. Vous savez, sujet de société. Réponse de la société. Avec un vrai débat, parce que c'est un sujet, comme vous l'avez dit. Moi, je suis très respectueux des positions de chacun. C'est une décision difficile quand on est législateur à prendre. Mais je crois que cette aide à mourir, ce droit, il doit pouvoir exister en étant très encadré. Et je le répète, les critères cumulatifs permettent, je crois, cet encadrement. Sébastien Chenu, un dernier mot. Jordan Bardella, Marine Le Pen iront, je crois, ce matin au Salon de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a des lois qui vous semblent favorables? Cette loi d'urgence agricole est-elle suffisante? Les agriculteurs continuent à crever du manque d'argent, du manque de moyens.
Est-ce que c'est à la hauteur, ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui? Non, et d'ailleurs, ils ont subi une sorte de tour de passe-passe. Le gouvernement leur avait dit, Mme Genevard leur avait dit, pour les calmer, vous aurez une loi spéciale. Finalement, ils n'en ont pas vraiment. Elle a été bidouillée au Sénat. On a des problématiques de stockage de l'eau, des problématiques de prédation, des problématiques de contraintes et de normes sur lesquelles il faut avancer. Nous, le Rassemblement national, on sera toujours aux côtés des agriculteurs, on l'a expliqué, mais il y a désormais urgence. Sinon, le plan social qui se dessine après l'industrie, c'est celui de l'agriculture et derrière de la ruralité. Nous allons, et nous serons présents effectivement, vous l'avez dit, au Centre de l'agriculture ce matin, pour témoigner de notre soutien aux agriculteurs, mais surtout pour redire très précisément les sujets sur lesquels nous attendons des résultats. Lesquels? Mais je vous ai dit, stockage de l'eau, prédation, contraintes et normes, Mercosur, revenus, traité. Mercosur, contrat de libre-échange, traité de libre-échange. Enfin, la palette est assez infinie, mais on la connaît depuis longtemps, parce que sur le constat, tout le monde est assez d'accord, mais sur les solutions, rien ne bouge. L'immobilisme de gouvernement est attentatoire pour notre agriculture. Merci beaucoup Sébastien Chenu. Merci, C'était votre madame. grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.